Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture du roman Le Bachelier de Jules Vallès. Ce roman de Jules Vallès a été publié en feuilleton sous le titre Mémoires d'un révolté de janvier à mai 1879. Il a été publié la même année en volume dans une version modifiée sous le titre de Jacques Vintras de Le Bachelier. Et Le Bachelier est en fait le second volet de la trilogie de Jacques Vintras. Les deux autres épisodes ont pour titre L'enfant et l'insurgé. Et comme le dit Jules Vallès, ce livre est dédié à ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Je poursuis donc cette lecture. Je commence le chapitre 4, l'avenir. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Et maintenant, Vintras, que vas-tu faire? Ce que je vais faire, mais le journaliste que j'ai connu avec Matoussin n'est-il pas là pour me présenter comme apprenti dans l'imprimerie du journal où il écrivait? Je cours chez lui. Il me rit au nez. Vous, ouvrier? Mais oui, et cela ne m'empêchera pas de faire de la révolution, au contraire. J'aurai mon pain cuit et je pourrai parler, écrire, agir comme il me plaira. Votre pain cuit? Quand donc? Il vous faudra d'abord être le saute-ruisseau de tout l'atelier à 17 ans et en paraissant 20. Vous êtes fou et le patron de l'imprimerie vous le dira tout le premier. Mais c'est bien plus simple, tenez. Passez-moi mon paletot, mettez votre chapeau et allons-y. Nous y sommes allés. Il avait raison, on n'a pas voulu croire que je parlais pour tout de bon. L'imprimeur m'a répondu, il fallait venir à 12 ans. Mais à 12 ans, j'étais au bagne du collège, je tournais la roue du latin. Encore une raison pour que je ne vous prenne pas. Par ce temps de révolution, nous n'aimons pas les déclassés qui sautent du collège dans l'atelier. Ils gâtent les autres. Puis, cela indique un caractère mal fait. Ou qu'on a déjà commis des fautes. Je ne dis point cela pour vous, qui m'êtes recommandé par monsieur et qui m'avez l'air d'un honnête garçon. Mais croyez-moi, restez dans le milieu où vous avez vécu et faites comme tout le monde. Là-dessus, il m'a salué et a disparu. Que vous disais-je? A crié le journaliste, vous vous y prenez trop tard, mon cher. Des moustaches, un diplôme. Vous pouvez devenir cocher avec cela et avec le temps, mais ouvrier, non. Je suis forcée de vous quitter. À bientôt. Je suis restée bête et honteux au milieu de la rue. Eh bien non, je n'ai pas lâché prise encore. Et dans ce quartier d'imprimerie, j'ai rôdé comme le jour où je cherchais Torchonnette. J'ai attendu devant les portes, les pieds dans le ruisseau, dans les escaliers et le nez contre les murs. Il a fallu que 2 patrons imprimeurs m'entendissent. Ils m'ont pris, l'un pour un mendiant, qui visait à se faire offrir 100 sous, l'autre pour un poète qui voulait être ouvrier pendant 4 jours afin de ressembler à Gilbert ou à Magou. Il ne faut pas songer au bonnet de papier et au bourgeron bleu. Quel autre métier? Celui de l'oncle menuisier, celui de Fabre cordonnier. Je me suis gardée d'en rien dire aux journalistes, ni à Matoussin, ni à sa bande, mais je suis allée dans les gargotes, m'asseoir à côté des gens qui avaient la main vernissée de l'ébéniste ou le pouce retourné du savetier. J'ai lié connaissance, j'ai payé à boire, j'ai dérangé mon budget, crevé mon bilan, quitte à ne pas manger les derniers du mois. Tous m'ont découragé. L'un d'eux, un vieux à figure honnête, les joues pâles, les cheveux gris, m'a écouté jusqu'au bout et puis, avec un sourire douloureux, m'a dit « Regardez-moi. Je suis vieux avant l'âge, pourtant je n'ai jamais été un ivrogne ni un fainéant. J'ai toujours travaillé et j'en suis arrivée à 52 ans, à gagner à peine de quoi vivre. C'est mon fils qui m'aide. C'est lui qui m'a acheté ces souliers-là. Il est marié et je vole ses petits-enfants. » Il parlait si tristement qu'il m'en est venu des larmes. Essuyez ses yeux, mon garçon. Il ne s'agit pas de me plaindre, mais de réfléchir. Ne vous acharnez pas à vouloir devenir ouvrier. Commençant si tard, vous ne serez jamais qu'une mazette. Et à cause même de votre éducation, vous seriez malheureux. Si révolté que vous vous croyez, vous sentez encore trop le collège pour vous plaire avec les ignorants de l'atelier. Vous ne leur plairiez pas non plus.
Vous n'avez pas été gamin de Paris et vous auriez des airs de monsieur. En tout cas, je vous le dis, au bout de la vie en blouse, c'est la vie en guenille. Tous les ouvriers finissent à la charité, celle du gouvernement ou celle de leur fils. À moins qu'ils ne meurent à la Croix-Rousse. Avez-vous donc besoin d'être ouvrier pour courir, vous faire tuer à une barricade si la vie vous pèse? Allons, prenez votre parti de la redingote pauvre et faites ce que l'on fait quand on a eu les bras passés par force dans les manches de cet habit-là. Vous pourrez tomber de fatigue et de misère comme les pions ou les professeurs dont vous parlez. Si vous tombez, bonsoir. Si vous résistez, vous résisterez debout, au milieu des redingotes, comme un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une place à prendre. Ne soyez pas trop sage pour votre âge. Ne pensez pas seulement à vos 100 sous par jour, à votre pain cuit, qui roulerait tous les samedis dans votre poche d'ouvrier. C'est un peu d'égoïsme cela. Camarade, on ne doit pas songer tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur. Il s'arrêta, m'étreignit la main et partit. Il doit être depuis longtemps dans la tombe. Peut-être mourut-il le lendemain. Je ne l'ai pas revu. C'est lui qui a décidé de ma vie. C'est ce vieillard me montrant d'abord le pain de l'ouvrier au début, mais ramassé dans la charité au bout du chemin, puis accusant ma jeunesse d'être égoïste et lâche vis-à-vis de la faim. C'est lui qui me fit jeter au vent mon rêve d'un métier. Je rentrais parmi les bacheliers pauvres. J'ai été triste 8 grands jours. Mais c'est l'automne. Le Luxembourg est si beau avec ses arbres dorés sur bronze, et les camarades sont si insouciants et si joyeux. Je laisse rire et rêver mes 17 ans. Nous arrosons notre jeunesse de discussions à tout crin, de querelles à tout propos, de soupe à l'oignon et de vin à 4 sous. Le vin à 4 sous. Comme il est bon, disait Matoussin en faisant claquer sa langue. Matoussin le trouvait peut-être mauvais, mais dans son rôle de chef de bande, il faisait entrer l'insouciance du jeune, comme des punaises, et la foi dans les liquides bon marché. Il n'était pas à jeter après tout, ce petit vin à 4 sous. Comme j'ai passé de bonnes soirées sous ce hangar de la rue de la Pépinière à Montrouge, où il y avait des barriques sur champ, et qui était devenu notre café Procope, où l'on entendait tomber le vin du goulot et partir les vers du cœur, où l'on ne songeait pas plus au lendemain que si l'on avait eu des millions, où l'on se faisait des chaînes de montres avec les perles du petit bleu roulant sur le gilet, où pour 4 sous, on avait de la santé, de l'espoir et du bonheur à revendre. Ouais, j'ai été bien heureux devant cette table de cabaret, assis sur les fûts vides. Quand on revenait, la mélancolie du soir nous prenait et nos masques de bohème se dénouaient. Nous redevenions nous, sans chanter l'avenir, mais en ramenant silencieusement nos réflexions vers le passé. À 10 minutes du cabaret, on criait encore, mais un quart d'heure après, la chanson elle-même agonisait. Et l'on causait. On causait à demi-voix du pays. On se mettait à 2 ou 3 pour se rappeler les heures de collège et d'école, en échangeant le souvenir de ses émotions. On était simples comme des enfants, presque graves comme des hommes. On n'était pas poète, artiste ou étudiant, on était de son village. C'était bon ces retours du petit cabaret où l'on vendait du vin à 4 sous. Nous avons fait une folie une fois. Nous avons pris du vin fin, un muscat qu'on vendait au verre, un muscat qui me sucre encore la langue et qu'on nous rapprocha bien longtemps. Nous tenions la caisse cette semaine-là, Royani et moi. Boire du muscat, c'était filouter, trahir. Nous fûmes traîtres pour 2 verres. Si toutes les trahisons laissent si bon goût, il n'y a plus à avoir confiance en personne. Voilà le seul extra, la seule folie, le seul luxe de ma vie à Paris, depuis que j'y suis. Il y a aussi l'achat d'un géranium et d'un rosier. Puis d'une motte de terre où étaient attachées des marguerites. Chaque fois que j'avais 3 sous que je pouvais dérober à la colonie, s'envoler. C'est assez du remords, du muscat. Chaque fois, j'allais au quai aux fleurs cueillir du souvenir. Pour mes 3 sous, j'emportais la plante qui avait le plus l'odeur du puits ou de farérole.
J'emportais cela en cachette, entre mon cœur et ma main, comme si je devais être punie d'être vue. Tant j'avais envie, et besoin aussi, dans cette boue de Paris, de me réfugier quelquefois dans les coins heureux de ma première jeunesse. Un malheur. Mon petit cabinet de l'hôtel Riffaut m'a été pris 1 mois après mon arrivée. Les propriétaires ont fait rafraîchir la maison, et l'on a renversé mon échelle, profané ma retraite. On a fait un grenier de ce qui avait été mon paradis d'arrivant. J'ai dû partir, chercher ailleurs un asile. Je n'ai rien trouvé à moins de 10 francs. Les loyers montent. J'ai fait toutes les maisons meublées de la rue Dauphine, chassée de chacune par l'odeur des plombs ou le bruit des querelles. Je voulais le calme dans le trou où j'allais me nicher. Je suis tombée partout sur des enfants criards ou des voisins ivrognes. Je n'ai eu un peu de sérénité que dans une maison où ma chambre donnait sur le grand air. J'étais bien seule et je voyais tout le ciel, mais il y avait au rez-de-chaussée un café par où je devais passer pour rentrer. Ce qui m'obligeait à revenir le soir avant que l'estaminet fermât et me privait des chaudes discussions avec les camarades. Elles étaient bien en train et dans toute leur flamme au moment où il fallait partir. C'était une véritable souffrance. Et 2 ou 3 fois, je préférais ne pas regagner mon logis, sortir de l'hôtel Lisbonne à 2 heures du matin et m'éreinter à battre le pavé jusqu'à ce que le café ouvrît l'œil et laissa tomber ses volets. J'étais bien lasse de ma rôderie nocturne. Et j'avais la tristesse pesante et gelée de la fatigue. J'avais en plus à soutenir le regard de la patronne qui m'avait attendu un peu, malgré tout, qui attendait même ma quinzaine, quelquefois. Elle avait l'air de me dire, quand je rentrais grelottant, fripée et traînant la jambe, que je trouvais bien de l'argent pour passer les nuits, que je ferais mieux d'en trouver pour payer ma chambre. Elle avait l'habitude de me jeter mes bouquets dans les plombs. Si je me permettais d'avoir des bouquets lorsque je restais à devoir encore 4 ou 5 francs, son mari était malheureusement un brave homme. Malheureusement. Oui, car je l'aurais battu s'il avait été comme elle et je lui aurais fait payer à coups de botte mes bouquets jetés dans les plombs. Notre avenir doit éclore, etc., etc. Je ne voyais pas éclore mon avenir et je voyais pourrir mes fleurs. J'aurais pu prendre du crédit, aller dans les hôtels où étaient les étudiants, à qui on demandait le nom de leur père plutôt que la couleur de leur argent. Mon père aurait été jugé bon pour une chambre de 20 francs. Tous les camarades faisaient ainsi. Mais je ne me croyais pas le droit d'engager le nom de mon père pour avoir quelques punaises de moins. Un peu de bonheur de plus. Si petite qu'elle fût, j'ai pourtant mangé une de mes chambres de 10 francs. Ma Toussaint avait fait connaissance, je ne sais où, d'un ancien cuirassier qui attendait de l'argent. C'était sa profession. Il devait nous faire des avances à tous avec cet argent. Il avait promis à ma Toussaint d'éditer son histoire de la jeunesse, à laquelle il avait semblé prendre un intérêt puissant. C'est écrit avec des balles, avait-il dit. Il avait achevé de séduire ma Toussaint en lui fournissant des détails militaires, des mots techniques pour rendre émouvante une attaque de barricade en juin 1939. Aussi était-il du bivouac et mangeait-il à notre cantine au hasard de notre fourchette. Il manqua de logement à un moment. Il lui en fallait un cependant, pour faire adresser l'argent. Tu comprends, c'est à toi de le prendre, m'a dit ma Toussaint. Royani et les camarades ont tous des femmes. Ils ne peuvent pas faire coucher le cuirassier avec eux. Moi, j'ai Angelina. Mets-toi à ma place. À sa place, non, Angelina était trop maigre. C'était donc moi, le célibataire, qui devais rendre ce service à la communauté. Je n'ai pas osé refuser. Oh, quel supplice. Toujours ce grand cuirassier avec moi. Il a dit au propriétaire qu'il était mon frère pour expliquer notre concubinage. Que dirait ma mère chargée d'un autre fils, accusée d'avoir un enfant que mon père ne connaît pas? Oui, c'est du concubinage. Ce cuirassier se mêle à mes pensées, entre dans ma vie, m'empêche de dormir si j'en ai envie, de marcher si ça me prend. Ses jambes tiennent toute la place. Il a une pipe qui sent mauvais et un crâne qui me fait horreur, dégarni du milieu, comme une tête de prêtre ou un derrière de singe. Il me tourne le dos pour dormir. Je vois cette place blanche. Je me suis levée plusieurs fois pour prendre l'air. J'avais envie de l'assassiner. Mais un beau matin,
Je n'ai plus senti son grand cadavre près de moi. Il était parti. Parti en emportant mes bottines. Je dus attendre la nuit noire pour remonter, en chaussettes, à l'hôtel Lisbonne. J'avais l'air d'un pèlerin, d'un jeune marin qui avait promis, dans un naufrage, de porter un cierge pieds nus ou en bas de laine à Sainte-Geneviève. J'étais le seul célibataire de la bande. Il y a eu bien des raisons. D'abord, les autres préféraient que je vécusse seul pour que je reste celui qui ferait les plus longues courses et les commissions. Toi, tu n'as pas une femme qui t'attend, toi. Tu n'as que toi à nourrir, un homme pourvu qu'il ait un pantalon. Mais quand il faut acheter des robes, tu mangeras avec nous. Quelle économie! Va chez un tel, lui emprunter 100 sous. Moi, je ne peux pas y aller à cause de son épouse. Angelina en est jalouse, et ci et ça. Du jour où je me mettais en ménage, mes jambes, mes idées, mes sous étaient perdus pour la colonie. L'hôtel Lisbonne ne voudrait pas d'un autre couple. Il n'y avait pas de place. D'ailleurs, le propriétaire en avait assez. Puis, je m'entendais jusqu'à présent à peu près avec chacun. Ma moitié me brouillerait avec tout le monde. Il y avait donc une conspiration en faveur de mon célibat. La femme d'un petit gros qui venait quelquefois nous voir était la plus enragée à me détourner de toute alliance. Chaque fois qu'une rencontre, un bout de causette avec une blonde donnait lieu à quelques plaisanteries et excitait des craintes. Mais qu'est-ce que ça vous fait donc, Emma? Que je me mette ou ne me mette pas avec une femme, lui dis-je un soir. Ou étant seule, nous parlions de ça, faute de mieux. Ça me fait peut-être quelque chose, dit-elle avec un sourire et en baissant les yeux. J'ai eu l'air de ne pas comprendre. Elle a voulu mettre les points sur les i. Et Adolphe? Si Adolphe savait, pourquoi voulez-vous qu'il sache? Est-ce vous qui lui direz? Et elle se renversait la tête en montrant son cou blanc comme du lait, le cou de la Polonie, et de ses doigts doux comme de la soie tiède, elle écartait mes cheveux sur ma joue. J'ai bien eu comme une lueur de remords, mais Adolphe n'est pas mon ami, une connaissance du quartier latin. Voilà tout. Elle est de la campagne et nous parlons ruisseaux, cerises du jardin, bout de prairie. Nous parlons du foin et des murs. Tiens, sais-tu pourquoi je t'aime? Je t'aime parce que tu aurais fait un beau bouvier. Je ne sais si je dois être fière ou fâchée, mais j'éprouvais à l'écouter et à l'embrasser le plaisir que j'éprouvais à sentir l'odeur du miel et à frotter mon nez contre des feuilles vertes. Je vais quelquefois au bal. Je m'y bats toujours. Une fois lancée, dès que je ne veille plus sur moi, j'arrive à la sauvagerie des gestes, au vertige de la brutalité. Dès que je ne suis plus poli, je suis casseur, violent, aveugle. Dans les poussées, je trouve une joie bestiale. J'entre dans le tas comme un ours fou de raisin. C'est la revanche des écrasements paternels, de l'emmaillotage de famille. Je me détends dans les querelles de toute la force de ma haine contre les roulés que j'ai reçus par respect filial, contre les avanies que j'ai subies de disciple à maître. Et je me suis fait presque une popularité de batailleur dans ces bals. Au fond d'une cour, rue Saint-Honoré, dans une caverne où l'on danse aussi et où Matoussin m'a amené, j'ai laissé mon paletot, ma chemise, presque ma peau entre les mains, de 4 hommes à qui j'ai voulu tenir tête. On m'avait appelé provinciale et enfoncé mon chapeau sur les yeux. Provinciale, c'est que j'en avais l'air sans doute, et voilà bien pourquoi je tapais si fort. C'était de la honte dans la fureur. Ce coup pour la honte, celui-ci pour la fureur, et les deux sentiments se mêlant, des camarades s'en mêlaient aussi. On s'était roulé dans la poussière. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.